Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré à la reprise de la musculation après avoir pris des vacances, après avoir été blessé, après divers facteurs que nous allons voir dans ce podcast. Salut Fabrice. Salut Rudy. Squeeze. One more rep, squeeze. Le mec devient fou suite au précédent podcast sur les méfaits de YouTube. Alors si vous avez regardé la vidéo Blood and Guts de Dorian Yates où il s'entraîne, vous pouvez retrouver ces petits cris que j'ai essayé d'imiter. Putain, quel acteur ce Fabrice. Donc en préambule de ce podcast, on voulait rappeler certains fondamentaux qui nous semblent vraiment très très importants et qui malheureusement sont de moins en moins populaires, à savoir que pour avoir des résultats, lorsqu'on est un pratiquant de musculation sans dopage, il faut faire preuve de régularité. On en a vu beaucoup, et on en parlera dans ce podcast, être des étoiles filantes, avoir arrêté la muscu pour diverses raisons, et ce qui est assez incroyable aujourd'hui, si vous nous découvrez peut-être avec ce podcast-là, c'est que si on cumule l'expérience de Fabrice et la mienne, on est à pratiquement 40 ans de pratique de la musculation. Fabrice, en quelle année as-tu commencé la musculation ? En 1996 ou 95. Oh putain, ça fait 23 ans donc. Bah c'est ça, parce que moi ça fait 17 ans, donc ça fait 40 ans exactement. Et je voulais insister là-dessus parce que on va parler aujourd'hui de reprise de musculation, mais la meilleure façon d'avoir des résultats et de vraiment progresser, c'est vraiment de ne jamais arrêter. Même si on est blessé, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si on part en vacances, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Si on n'est pas motivé, il y a toujours moyen de faire quelque chose. On va voir ensemble quoi faire. Mais c'est vraiment ça le secret. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis, entre autres, d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Alors que j'étais pas le plus doué dès le départ. Vous avez sans doute tous vu ma vidéo d'évolution qui est disponible sur mon YouTube. Mais et c'est marrant parce que aujourd'hui, donc toi Fabrice, t'as presque 40 ans et t'as jamais non plus été le plus doué, mais aujourd'hui à 40 ans, tu te retrouves parmi les quarantenaires qui ont le meilleur physique. Mais oui, c'est ça. Mais c'est que si on prend tous ceux qui étaient sur le forum Superphysique ou même Smart Weight Training quand il s'appelait comme ça, au final, comme 3/4 ont arrêté, même s'il y en a qui étaient meilleurs que moi à l'époque quand on avait 25 ans, mais au final, maintenant, je me retrouve meilleur qu'eux parce que ils ont arrêté pour diverses raisons, soit des blessures, soit la vie matrimoniale. Mais toujours est-il qu'au final, ce qui compte, c'est comme t'es maintenant. Hein. Je veux dire, une photo de toi à 25 ans, tout le monde n'a rien affiche. Surtout si en plus t'es en méforme à 40. Pour la santé, c'est bien mieux d'être bon, entre guillemets, toute sa vie que seulement quand t'étais jeune. Donc au final, moi qui n'étais pas le meilleur entre guillemets à temps, me voici très bien au jour d'aujourd'hui. Donc vois-tu, les temps changent. Donc on va voir ensemble dans ce podcast point par point. Donc on va commencer par le plus simple, les déplacements professionnels. Beaucoup d'entre vous ont un métier qui nécessite de se déplacer régulièrement, parfois chaque semaine, toutes les 2 semaines, et n'ont donc pas accès à leur salle de musculation habituelle et se retrouvent donc un peu dépourvus de repères. Toi, je sais Fabrice que tu es souvent en déplacement et que ça t'arrive donc régulièrement de changer de salle. Donc la question c'est comment tu fais pour essayer, je dis bien essayer, de continuer à progresser malgré ces changements de salle réguliers. Oui, là en fait la problématique n'est pas très compliquée. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner essentiellement avec barre haltère et puis sur des exercices que tu es sûr de retrouver à chaque fois. Donc c'est-à-dire par exemple une poulie basse ou une poulie haute. Par contre, si tu te laisses aller par le matériel de la salle et à utiliser des machines un petit peu particulières parce que tu as envie de te faire plaisir, il faut quand même garder un socle avec barre haltère parce que tu sais que ta machine, tu vas pas la retrouver probablement la fois suivante. Et donc du coup, tu n'auras pas la possibilité de créer une dynamique de progression. Vu que, comme on le sait, il faut être assez régulier dans la manière dont tu t'entraînes pour progresser. Et que au contraire, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là ou entendre sur YouTube, il faut surtout pas varier trop souvent son entraînement. Sinon, tu n'as pas de repère et puis tu n'arrives pas à progresser. Donc du coup, la clé, c'est de garder un socle. Et pour garder le socle, tu fais des barres haltères et les choses qui sont les plus fréquentes dans la salle. Après, il n'y a pas de secret, quoi. Justement, on en parlait un peu hors antenne. Tu as été donc pendant un moment dans des salles avant de revenir chez toi et de t'entraîner qu'avec des haltères. Et tu me disais justement que pendant un temps, tu avais un peu délaissé
le pullover et je crois même peut-être le rowing à un bras, tu me confirmeras avec Alter, au profit des poulies pour le dos. Et justement, tu as quelque chose à nous raconter. C'est terrible, tu donnes les secrets. Oui, donc en fait, je suis tombé sur des super salles pendant que j'étais absent. Et donc, du coup, il a été difficile de résister à l'appel des machines de tirage parce que j'aime assez tirer comme une brute, tu sais, sur ce type de machine. Mais au final, même en mettant toute mon énergie, en beuglant tout ça, eh ben, il m'a semblé que c'était moins efficace que le bon vieux pullover et le rowing à bras. Parce que là, depuis un mois, je me suis remis à 100% en musculation halter et j'ai l'impression, mais c'est toujours un peu subjectif, que déjà j'ai gonflé au niveau du haut du dos. Parce que bah voilà, il y a des exercices quand même qui sont hyper efficaces et que même les machines les plus convergentes possibles ne suffisent pas à remplacer. En tout cas, à mon niveau, quoi. Bah donc, quand tu vas te redéplacer, tu vas continuer ces exercices et ne plus succomber à la tentation des machines. Bah, effectivement, oui, il faut mieux pas trop succomber à la tentation parce qu'au final, c'est souvent contre-productif. Voilà. Non, mais tu disais, mais c'est drôle, mais moi aussi, quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'avais ça. C'est que quand tu vas dans une nouvelle salle, je me souviens que quand on avait été, par exemple, aux États-Unis avec Yann ou avec Raph, et ben on arrivait dans des super salles comme le Gold Gym, etc. Et c'est vrai que t'es là, t'as l'impression d'être vraiment dans un parc d'attractions et tu te dis, oh, les super machines, ça, ce serait dommage que je les fasse pas, quoi. Mais si c'est vrai que t'es dans une optique de progression, d'essayer de prendre du muscle, etc., mais en fait, c'est une erreur de les faire. Du moins, de les faire en priorité dans ton entraînement plutôt que tes exercices habituels, parce qu'en fait, ça foire absolument tout. Et quand tu reviens ensuite à tes exercices qui composent vraiment ton programme, bah t'as même une perte en fait, comme tu les as pas fait pendant un petit moment. Donc oui, donc là en fait si j'avais voulu me faire plaisir de manière plus intelligente, il aurait quand même fallu que je garde un socle plus important d'exercices classiques, quoi. Bah, le vrai piège, moi je me souviens quand on était au Gold Gym à LA, c'était les machines convergentes à PEC, quoi. Je me souviens avec Yann, putain, on avait bombardé à fond au lieu de faire du coucher. On se disait, oh, il y a des super machines pour pour l'incliner, pour le décliner, des machines à écarter, tout était super, quoi, en fait. Et on avait fait que ça, quoi. Et le jour où on était repassé en rentrant au coucher bar, putain, on avait pris une tôle. Oh, on était dégoûtés, quoi. Et ben justement, tiens, c'est un bon exemple. Si tu regardes la vidéo de Blood and Guts, dont plusieurs fois on parle, et ben dans Yann Yates, qui est probablement un des culturistes qui s'entraîne de la manière la plus intelligente, ça c'est en spec, donc il fait du développé incliné. Après, il fait du développé assis à la machine. Et ensuite, il fait de l'écarté légèrement incliné, je crois. Mais donc, il y a bien un mélange entre barre, machine et halter. Il fait pas que de la machine. Oui, c'est vrai, alors qu'en plus, bah, je sais plus si c'est sa salle à lui, j'ai plus trop la mémoire de ça, oui, mais. Oui, c'est sa salle à lui. C'est ça, donc il est libre en fait d'acheter le matériel qu'il veut, de l'équiper comme il veut, quoi. Donc voilà, si vous êtes en déplacement professionnel, la meilleure façon de continuer d'essayer de progresser, même si tous les facteurs autour, qui sont bah, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc., la fatigue associée au déplacement, ne sont pas optimaux, bah, vous pouvez toujours essayer de faire ça. Et c'est vrai que bah, ça sera toujours mieux que de changer sans arrêt pour des nouvelles machines brillantes. Voilà, puis par contre, bah, s'ils peuvent pas aller s'entraîner à la salle, là c'est beaucoup plus compliqué parce que bon, moi j'ai déjà essayé plein de choses, tu sais, tu fais des pompes, tu fais des machins avec des élastiques, etc. Mais bon, la vérité c'est que c'est assez difficile d'être motivé quand t'as pas l'habitude d'en faire, d'être dans ta chambre d'hôtel et puis de faire des pompes, bon. C'est mieux que rien, mais ça... Bah, en fait, à partir du moment où tu fais des vraies séances, habituellement, quand t'as pas de matériel et que tu sais que tu vas faire une séance, une demi-séance, bah t'es rarement motivé à la faire, quoi. Bah non, c'est sûr. Nous devenons trop adeptes du confort. C'est ça. À la limite, faut mieux aller à la piscine et puis nager pendant 1 heure, ce sera peut-être mieux. Ouais, plus ludique et moins stressant psychologiquement, on va dire. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que celui qui se déplace tout le temps, c'est sûr que s'il n'a pas accès à une salle régulièrement, ça va être difficile pour lui de progresser, ou alors faut qu'il essaye de s'entraîner un peu toujours de la même manière au poids de corps, quoi. Mais ça reste limité, et d'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce que je viens de sortir exactement, il y a moins d'1 heure, au moment où on enregistre ce podcast, un article sur les meilleurs exercices au poids du corps. Sur mon site renicoya.com, que vous pouvez bien évidemment découvrir gratuitement. Maintenant, le cas des vacances. Alors, on avait fait un très gros article sur la musculation et les vacances sur Superphysique. On vous mettra comme d'habitude des liens sous le podcast par rapport aux articles qu'on va citer, aux liens pour aller plus loin avec nous. Donc, les vacances. On se rend compte que quand on... Maintenant c'est peut-être moins le cas, mais à l'époque où on lisait beaucoup d'articles ou qu'on lisait les magazines, c'était toujours indiqué que lorsqu'on prenait des vacances, et ben, ça faisait du bien au corps et que
on pouvait se reposer et revenir ni vu ni connu sous les barres. Peut-être même on avait rechargé ses batteries et on était plus en forme. Ça, c'était Mike Menzer qui disait même que voilà, tu t'arrêtais 2 semaines, comme nécessairement tu étais surentraîné avant quand tu allais à la salle, tu reviens et même tu peux battre des records. Il le disait bien, Mike Menzer. Tu bats des records. Alors, Tu bats des records. c'est simple, si on s'arrête 2 semaines, donc on va donner pas mal d'exemples là, mais si on s'arrête 2 semaines, aussi bien toi que moi, on est d'accord qu'on perd énormément en termes de performance et de faculté à enchaîner les séries. Ah oui. Même moi, au bout d'une semaine, je perds déjà de la force en fait. Une semaine sans entraîner. 2 semaines, c'est du lourd. Et là, 3 semaines, ça me fait revenir vraiment plusieurs mois en arrière dans l'entraînement. Par contre, c'est bénéfique pour les articulations. Si des fois, tu avais une petite douleur par-ci par-là, tu as des chances qu'elles s'en aillent, puis que du coup, elles reviennent pas. Mais en termes de perf, c'est clair que tu te fais défoncer. J'ai jamais vu, en tout cas moi dans mon expérience et même de ceux des gens du forum, quelqu'un qui était meilleur quand il revenait de vacances. Hein. Alors ça, j'ai jamais vu. Alors il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que lorsque l'on arrête de s'entraîner, en fait, on va perdre en force à cause d'un déconditionnement du système nerveux. Vous savez, quand on s'entraîne, qu'on débute la musculation, qu'on apprend les exercices, en fait, on progresse très rapidement parce que nerveusement, il se passe ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. On enregistre, on automatise ces mouvements. Et donc lorsque l'on arrête, comme c'est la première chose qui vient, c'est également la première chose qui part. Et la deuxième chose, c'est qu'on perd en résistance, en faculté de faire autant de répétitions sur autant de séries, parce que les vacances, comme on fait moins de sport et qu'on ne s'entraîne pas, en musculation, si on fait des vacances donc, sans s'entraîner, eh bien on perd des réserves énergétiques. Nos réserves énergétiques, c'est-à-dire nos réserves de glycogène, sont adaptées aux efforts que l'on fait en temps normal. Et si on ne s'entraîne plus, nos réserves de glycogène n'ont plus de raison de rester au même niveau. C'est ce qui explique que parfois, visuellement, quand on est en vacances, on a l'impression de dégonfler. On ne perd pas du muscle, mais on perd surtout des réserves de glycogène. Et il faut reprendre l'entraînement un certain temps pour que ça revienne. Maintenant, de mon expérience, si on s'arrête une semaine, effectivement, il y a surtout une perte de force, mais qui peut être évitée, j'ai déjà fait le test, si on accepte de grossir un peu pendant ses vacances. Ouais, c'est vrai, de manger un peu plus que la normale. De manger un peu plus, par contre, on aura des courbatures horribles. Ça, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper, donc si on grossit un petit peu, on accepte de prendre du gras, on peut peut-être échapper à cette perte de force et cette perte de réserve en glycogène parce que on arrive à manger suffisamment pour les maintenir. Maintenant, si on s'arrête 2 semaines, et c'est là que ça commence à se corser, c'est que là, on va perdre pas mal de force et pas mal de résistance. Et j'ai remarqué que quand c'était comme ça, il fallait revenir, il fallait au moins 1 mois à 1 mois et demi de reprise pour revenir à son niveau d'avant vacances. À condition qu'on ait fait de la musculation depuis un certain temps. Donc si vous débutez la musculation, ça ne vous concerne pas. Mais ça fait plusieurs années que vous vous entraînez, vous allez sentir un certain déconditionnement. Et dans ce cas, quand vous allez reprendre la musculation après 2 semaines de vacances, je vous conseille de reprendre votre entraînement celui que vous aviez 1 mois auparavant. D'où l'importance, encore une fois, de tenir son cahier d'entraînement, qui est toujours gratuit en s'inscrivant sur le club Super Physique. Pendant que j'y pense. Et si vous arrêtez 3 semaines ou plus, là, comme Fabrice l'a dit, c'est la catastrophe. Autant dire que vous allez revenir plusieurs mois en arrière. D'ailleurs, à ce sujet, on peut parler un peu de la mémoire musculaire. Fabrice, que penses-tu de la mémoire musculaire? La mémoire musculaire, donc on va rappeler ce que c'était. En gros, l'idée c'était de dire qu'une fois qu'on avait déjà gagné du muscle, si après on arrêtait de s'entraîner, quand on allait reprendre le muscle perdu très rapidement et la force perdue très rapidement. Et donc en fait, je pense qu'il y a un peu de vrai. Après, il faut juste s'entendre sur le très rapidement. Et donc, une fois de plus, je suppose que ça dépend des gens. Mais en ce qui me concerne, le très rapidement est plutôt lentement. C'est-à-dire un peu plus vite que si ça n'avait pas été, mais pas très rapidement. Mais encore une fois, ça dépend aussi des points forts et des antécédents. Et je voudrais revenir sur le fait de ce qui se passe quand on arrête de s'entraîner. Je pense que c'est lié un peu à la génétique et aux antécédents sportifs. À mon avis, il y en a qui perdent plus en force et moins en endurance, et il y en a qui perdent plus en endurance et moins en force. Donc pour prendre mon exemple, moi je perds en force assez rapidement, mais l'endurance, je perds moins vite, je pense parce que j'ai des meilleurs antécédents sur ce truc-là, alors que je connaissais d'autres gens, donc comme Kowok sur le forum, qui lui pouvait s'arrêter de s'entraîner pendant très longtemps et perdait très peu de force. Mais par contre, il mangeait beaucoup, comme tu le disais, et il avait tendance à prendre encore plus de gras que d'habitude
quand il arrêtait de s'entraîner. Et donc c'est pour dire qu'on n'est pas tous égaux quand on s'arrête et que selon la qualité, comment dire, la qualité physique qu'on analyse, ça peut changer. Par exemple, si vous avez aussi, je dis au hasard, fait du karaté pendant 20 ans, si vous arrêtez pendant une semaine, vous allez peut-être perdre un tout petit peu en souplesse, mais pas tant. Par contre, que quelqu'un que ça fait 2 mois qu'il fait du karaté, s'il s'arrête une semaine, eh ben, il va peut-être perdre beaucoup en souplesse par rapport à un pratiquant plus expérimenté. Donc c'est vraiment variable en fonction des gens, je pense. Et donc, Non, voilà. non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais c'est sûr que la théorie selon laquelle nous avons besoin de prendre des vacances de temps en temps pour que le corps se repose et revenir plus fort, malheureusement, elle est peu confirmée, sauf si effectivement on est comme Kovo qu'à l'époque et qu'on est un gros mangeur. Mais si on souhaite progresser au maximum, malheureusement, le conseil de base, encore une fois, à chacun de faire ses propres choix, hein. On n'invente pas les règles, c'est dommage, mais si on souhaite vraiment progresser de la meilleure façon, en fait, il ne faut pas prendre de vacances, ou alors partir en vacances et trouver une salle sur place, quoi. C'est ça. Sinon, faut accepter de perdre un petit peu si vous ne grossissez pas durant vos vacances, durant votre semaine de vacances, parce que si vous prenez plus, vous allez avoir une perte. Et donc, je disais, voilà, si vous êtes parti 2 semaines, vous reprenez 1 mois avant là où vous en étiez. Et si vous partez 3 semaines ou plus, n'hésitez pas à repartir de beaucoup plus bas. J'ai remarqué par rapport à la mémoire musculaire qu'on arrivait à reprendre rapidement 90% de son niveau en fait. Mais j'ai remarqué, les 10% qui restent en fait, j'ai l'impression que c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ouais, non, mais il y a un peu de vrai comme ça. Non, c'est vrai. Ouais, je donne un exemple. Si par exemple vous faisiez 10 fois son développé couché avant de partir, vous partez 1 mois, vous reprenez, donc vous allez reprendre par exemple, je sais pas, 10 fois 60 pour pas avoir trop de courbatures, remonter de 5% par semaine, de 5 kg par semaine, et vous allez vite revenir à 10 fois 90. Donc par exemple, ça fait en 6-8 semaines. Par contre, entre 10 à 90 et 10 à 100, c'est comme si vous n'aviez jamais fait ces performances-là. Et là, va falloir construire comme si vous les aviez jamais eues, quoi. Mais le 100% ne revient jamais rapidement, quoi. On revient à 90, mais raison de plus donc pour essayer de ne pas arrêter trop souvent. Oui, de ne pas prendre trop de vacances. Oui, et puis comme quand on pratique en naturel, il faut qu'on progresse mieux en faisant des cycles. Si on a des vacances qui tombent malheureusement alors qu'on est dans les 2 tiers du cycle, tu vois, dans la partie entre guillemets la plus intéressante, qu'on cherche à étirer le plus possible, là pour le coup c'est vraiment pas de bol parce qu'on bousille complètement son cycle et après faut revenir au début, donc on a gâché la dynamique. Et bref, et de mon expérience, il y a déjà assez de vacances comme ça qui tombent entre guillemets de manière impromptue qu'il n'est pas besoin de nécessaire de prendre une semaine d'arrêt, genre tous les 2 mois, comme des fois on peut lire dans les magazines. Tant que je peux ne pas m'arrêter, je m'arrête pas en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais, moi c'est pareil. Mais j'ai remarqué, comme ça fait très très longtemps que je m'entraîne, même si je pars en déplacement et je trouve une salle, le changement de repère fait que c'est pas optimal pour progresser. Donc, mais c'est parce que ça fait 17 ans que j'essaye de progresser et que j'ai pas un niveau moyen, si on peut dire. Oui, mais des fois, rien change. Il suffit que, par exemple, que la largeur du banc à développer couché ou du banc à incliner soit légèrement différente, et déjà, il y a un placement un peu différent, ou des fois, le diamètre des haltères change aussi. Et ça suffit pour que tu sois pas comme d'habitude, et ça peut influer très légèrement sur la performance et la manière dont tu vas t'entraîner. Ce qui est aussi important pendant les vacances, donc tu disais qu'il fallait manger, pas hésiter à manger un petit peu plus. C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on mange. Par exemple, si pendant les vacances, vous passez du régime, je sais pas moi, féculent, poisson, à un régime glace, pizza, bière, ça se paye plus que si pendant tout le séjour, vous aviez peut-être mangé un peu de bière et de glace, mais vous avez gardé un socle avec des féculents et des œufs, etc., et des protéines. En gros, si vous avez vos bons macronutriments habituels, plus des petites bricolettes pour se faire plaisir, on va dire, ça va. Mais si vous remplacez par que des bricolettes, les vacances se payent encore plus à la reprise. Ah ouais, c'est sûr que si l'hygiène de vie n'est pas du tout maintenue, plus il n'y a pas d'entraînement, alors c'est sûr que c'est la claque. Hein. C'est sûr que là, en fait, c'était pas des vacances pour se reposer, c'était des vacances pour se flinguer. Voilà, et en fait, la difficulté, c'est que quand on reprend, on a une baisse des performances, et en plus, l'entraînement est plus dur parce que on est vite essoufflé. Et au final, ça peut entraîner une perte de motivation. Et des fois, il y en a qui ne reprennent jamais. Oui, mais c'est vrai ça. Et
Pour ça, on peut parler un peu de perte de motivation parce que moi, j'en vois beaucoup et de plus en plus, à l'heure où on fait ce podcast, de personnes qui perdent justement leur motivation à s'entraîner, à faire de la musculation parce qu'elles ne progressent pas ou du moins pas assez vite en regard de ce qu'elles espèrent. Et je pense que le plus gros problème de la perte de motivation, c'est tout simplement, c'est quand on ne sait pas pourquoi on fait tel exercice, pourquoi on fait telle série, quels sont nos objectifs. En fait, qu'on est un peu perdu dans la masse d'informations qu'on décrivait la semaine dernière dans le podcast Les méfaits de YouTube, et qu'en fait, on n'est pas partie prenante de son entraînement. Et c'est vrai que lorsqu'on ne sait pas ce qui fait progresser, ce qu'on doit faire exactement, etc., à un moment, si on ne fait pas partie des personnes, il faut le dire, qui sont douées, et en fait on va pas progresser, on va régresser, voire peut-être stagner avec de la chance, et on peut en arriver à se démotiver. Et c'est là que naît un peu l'idée de Superphysique, de notre site, c'est de vous expliquer comment faire pour progresser quand on est un pratiquant naturel de musculation, pourquoi faire tant de séries, pourquoi faire tant de répétitions, pourquoi faire tant d'exercices, etc. Vous expliquer tout de A à Z pour que justement vous ayez confiance et vous soyez confiant par rapport à ce que vous faites pour progresser. Et ensuite, le temps fera le reste. Mais je pense que beaucoup perdent la motivation parce que justement, en fait, ils laissent trop le hasard décider de leur progrès. Et il y a plus... quand on n'est pas partie prenante, je pense qu'à un moment, ça s'arrête en fait. Oui, il y a ça, puis il y a quand même la baisse de performance, parce que des fois, tu as l'impression d'avoir mis 3 mois d'entraînement dans les toilettes, et tu te dis, bon, c'est tellement futile. C'est ce que je mettais des fois sur les forums. Je me disais que la musculation, c'est parfois une activité ingrate. Et je vais te donner un exemple. Si tu vas à l'école et puis tu travailles, tu travailles bien à l'école, tu as un diplôme et une bonne note avec ton diplôme. Et ensuite, toute ta vie, tu peux te dire, voilà, je suis ingénieur ou quelque chose en fait. Parce que tu as travaillé puis tu as eu ton diplôme. Mais en muscu, tu peux t'entraîner 5 ans, tu es super au bout de 5 ans. Mais après, si tu arrêtes pendant 6 mois et que tu arrêtes définitivement, t'es pourri, puis t'as juste le souvenir de comment t'étais il y a 5 ans, tu vois. Et donc, du coup, la musculation, mais en fait, il y a plein d'autres activités comme ça, t'es obligé d'entretenir le truc. Et c'est vrai que des fois, ça a un petit côté démotivant parce que tu peux avoir l'impression d'être un petit rat qui tourne dans une roue, puis qui n'a pas le droit à s'arrêter, sinon il perd tous les progrès déjà accumulés. Donc du coup, pour certains, ça peut être démotivant s'ils s'entraînent que pour l'objectif, tu vois. Mais une fois que tu t'entraînes pour le plaisir aussi de la musculation, ça va. Ouais, après j'ai envie de dire, c'est un peu pour toutes les activités. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent, par exemple. C'est comme si tu apprends l'anglais, tu fais de l'anglais, tu pratiques, et à un moment tu pratiques plus pendant 10-15 ans, il va falloir un certain temps avant que ça revienne, même si ça va revenir plus facilement, parce que grâce à la mémoire un peu nerveuse, mais il va falloir un temps pour que ça revienne. Et là, oui, effectivement. Et surtout, ce qui se passe avec la perte de motivation, ça concerne aussi les personnes qui sont un peu confirmées, qui ont déjà un très bon niveau. C'est que plus on progresse et moins on progresse. Plus la marge de progression est réduite. Et c'est vrai que dans ce cas-là, en général, pour les pratiquants naturels qui sont vraiment partie prenante de leur progression, ça peut être démotivant de se dire, on s'entraîne pour gagner 1 ou 2 répétitions sur une série de 10 ou rajouter 5 kilos sur une barre en série en 1 an. C'est vrai que là, on peut se poser la question après de peut-être faire d'autres activités ou de faire la musculation de manière secondaire pour juste maintenir ses gains de son physique. Mais je me souviens, il y avait Jean Larue qui aujourd'hui possède le site All Musculation qui est devenu extrêmement populaire. Au tout début, donc il participe au forum donc à l'époque ça s'appelait Smart Weight Training, et lui il travaillait 2 mois d'été. Mais beaucoup. En fait, il travaillait 2 mois d'été, il ne pouvait pas s'entraîner. Et il disait, ça m'énerve parce que je m'entraîne de septembre à juin, et en fait, je perds quasiment tous mes gains les 2 mois d'été, quand après, je reprends au mois de septembre. Mais bon, toujours est-il que voilà, il a persévéré, il en est là aujourd'hui, il n'a pas abandonné sa pratique. Ouais. Maintenant, il s'entraîne toute l'année. Bon, il mange un peu trop, mais il s'entraîne toute l'année. Ah, t'es méchant. Non, je suis réaliste, il mange un peu trop et il fait des belles photos. Voilà. Mais donc ça, la perte de motivation, donc je pense que c'est vraiment important d'être partie prenante, de savoir pourquoi on fait de la musculation et pourquoi on fait tel programme ou mange tel aliment, de vraiment comprendre le pourquoi du comment. Sinon, forcément, le hasard finit par démotiver. Les blessures maintenant. Alors, bien qu'on insiste tous sur la prévention des blessures, ou du moins que
vous êtes dans le même état d'esprit que nous, à savoir éviter de se blesser, faire attention, choisir les bons exercices, etc., notamment par rapport à sa morphoanatomie, personne n'est à l'abri de se blesser. La question n'est pas est-ce que je vais me blesser, mais la question est plutôt quand je vais me blesser, parce que lorsqu'on cherche à progresser, forcément, des fois on dépasse un peu les limites, on a une technique d'exécution un peu approximative, et la blessure finit par arriver. Dans ce cas-là, comment faire pour minimiser l'impact de la blessure sur notre progression et ne pas se retrouver comme après des vacances où on aurait mangé comme un goret et on ne serait pas entraîné pendant un mois. Donc... Ouais. Attends, je vais déjà reprendre ce que tu as dit parce que tu dis que la blessure est plus ou moins inévitable quand on s'entraîne dur. Je pense qu'il faut requalifier ça. En fait, avoir des douleurs ponctuelles quand on s'entraîne dur, oui, ça arrive assez fréquemment. Par contre, il n'y a blessure souvent que quand on persiste à s'entraîner sur la douleur. Et après, ça se transforme en blessure. Et donc, on en a eu malheureusement un exemple encore récemment sur le forum Superphysique où il y a Snake, donc, qui était un intervenant qui était là dans les années 2000, qui a continué à s'entraîner alors qu'il avait déjà eu des petites hernies discales. Et ces hernies discales sont devenues de grosses hernies et puis maintenant il est complètement handicapé du dos. Mais il reconnaît lui-même que c'est parce qu'il s'est entraîné sur ces douleurs, en fait, que ça s'est transformé en un problème extrêmement grave. Et moi aussi, si je prends l'historique des deux grandes blessures entre guillemets que j'ai eues, si on peut dire, donc une espèce de sciatique au dos et peut-être une rupture partielle de l'infra-épineux, mais j'en sais rien vu que je ne l'ai pas diagnostiqué, à chaque fois il y a eu des blessures parce que je me suis entraîné sur les douleurs en fait. Si j'avais adapté mon entraînement dès le début et pas forcé sur la douleur, ça ne se serait pas devenu des blessures. Donc la blessure n'est pour moi pas inhérente à la pratique même sérieuse de la musculation. Alors après, ceci étant exposé, une fois que tu t'es blessé, comment tu fais pour t'entraîner? Alors Rudy, je t'écoute. Alors, si vous avez de la chance, c'est quand même car on peut avoir de la chance, on peut se blesser sur un point fort, c'est-à-dire un muscle qui réagit bien à l'entraînement, là où on est le plus fort. Et dans ce cas-là, la blessure, on va imaginer que vous vous blessiez au biceps et que vous avez un point faible au niveau du bas du corps. Vous allez pouvoir continuer l'entraînement du bas du corps et peut-être même intensifier l'entraînement de cette partie. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, sachant que la récupération est limitée, comme on en a parlé dans le podcast sur l'entraînement à haute fréquence. Maintenant, si on se blesse, comme dans l'exemple de Snake, malheureusement, comme il l'a dit sur le forum, il a fourni un bon pavé qui nous a fait un peu mal au cœur, et qu'on se fait mal au dos, et ça peut empêcher de faire l'intégralité du corps. Et c'est là qu'est le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait durant cette période? Souvent, ce que je vois, ce que j'ai comme retour, notamment par email ou avec certains de mes élèves qui sont passés par des périodes comme ça, avant de me contacter, c'est qu'ils ont du mal, quand on est blessé, on a du mal à être positif, surtout quand on est passionné de musculation, qu'on aime s'entraîner, etc., et qu'on peut plus s'entraîner pendant un moment. Rassurez-vous, on guérit de tout en faisant les choses correctement, en n'entretenant pas la douleur, comme a dit Fabrice précédemment. Il faut essayer de garder une hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation, et une hygiène de vie, c'est-à-dire un certain nombre d'heures de sommeil, etc. Essayer d'être positif, faire autre chose, en fait, en profiter pour faire autre chose, pour pouvoir revenir le plus vite possible et minimiser les pertes. Si lorsqu'on est blessé, qu'on peut vraiment pas du tout s'entraîner, on fait le régime spécial Fabrice, donc pizza, bière et glace, voilà, je me trompe pas, et forcément, lorsqu'on va reprendre la musculation, si on reprend, parce que lorsqu'on est comme ça et qu'on prend, 10, 15, 20 kilos, on peut avoir les plus grandes peines à reprendre. Après, on parle de blessures là qui sont assez graves, mais il peut arriver qu'on ait des petites blessures, comme tu disais Fabrice, des petits bobos. Et dans ce cas-là, il suffit de s'arrêter, de ne pas tirer dessus, de faire autre chose. Il y a beaucoup de personnes qui insistent sur des exercices pour lesquels ils ne sont pas faits et qui ont des petites douleurs et qui se disent « Ah mais ça c'est un exercice indispensable, regarde un tel le fait, donc je vais le faire, même si ça me fait mal, ça va passer, lui il y arrive. » Et ça c'est une erreur qu'on retrouve très régulièrement. Là j'ai écrit 2 articles qui ne sont pas encore sortis sur mon site justement sur le sujet. Mais lorsqu'on n'est pas fait pour un exercice et que celui-ci provoque des mauvaises douleurs, et même si 90% des gens le font avec des résultats, même 99%, on exagère à fond, si ça vous fait des douleurs, il ne faut surtout pas continuer à le faire pour ne pas risquer de se blesser et faire autre chose qui, encore une fois, comme on le disait en début de ce podcast, si vous avez un exercice qui ne vous provoque pas de douleur et sur lequel vous pouvez progresser en toute sécurité, vous aurez plus de résultats parce que vous pourrez le faire plus longtemps. On avait
une blague à l'époque sur Smart Bike Training, justement avec le Perf Board qu'on avait fait, un peu l'ancêtre du club super physique, où on disait que ceux qui devenaient les plus forts, finalement, c'est ceux qui ne se blessaient pas. Et on en a vu beaucoup qui se sont blessés avec le Perf Board, où on mettait nos performances en équipe, etc. Je sais plus comment. T'avais une équipe, toi, Fabrice? Non, j'avais pas d'équipe, moi. T'avais pas... Moi, j'avais une équipe. Moi, j'étais avec JMO et je sais plus qui. Et on avait une équipe. Et c'est vrai que j'étais jeune, donc je me blessais pas, mais beaucoup se sont massacrés. Et c'est vrai que quand on est blessé, le plus dur, je pense, c'est de garder le moral et d'arriver à garder toute son hygiène de vie, à rester positif. Donc moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de me blesser. Donc des petites blessures, évidemment, qui n'ont jamais trop duré. Mais quand c'est comme ça, j'en profite pour lire peut-être plus de livres, pour m'informer sur d'autres sujets, pour me former, etc. Mais c'est vraiment important d'essayer de rester positif parce qu'encore une fois, si on est négatif et qu'on dit que ça va jamais passer, il y a encore moins de chances que ça passe. Alors après, comment reprendre la musculation après une blessure? Donc tout dépend de la blessure, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas reprendre directement à 100% des charges que vous utilisez. D'expérience, je pense que reprendre à 50% des charges que vous utilisez sur l'exercice que vous faisiez, en évitant, si c'est un exercice qui en est responsable, un ou plusieurs exercices qui en est responsable de votre blessure, vous les enlevez évidemment, au moins pendant un temps, voire pour tout le temps, ce serait même préférable. Et vous remontez progressivement les charges, mais vraiment très doucement. Surtout, ce qu'il faut, c'est pas reprendre trop vite. Je me souviens que quand je m'étais fait une petite élongation au pec quand j'avais 17 ans, quand je faisais des compétitions de force athlétique, un coup il m'était arrivé une petite élongation, j'avais senti. Et je m'étais arrêté 3 semaines, et je m'étais dit, bon, je me suis arrêté 3 semaines, j'y connaissais pas grand chose, et je me suis dit, tiens, je vais reprendre directement le coucher à 120 kg. Donc à l'époque, mon maxi, je faisais 10 reps à 110. Et je me dis, je vais reprendre à 120, j'étais sur un cycle, j'étais assez haut. Et j'ai fait ça, et en fait, ça m'a filé directement 2 belles tendinites à l'insertion du pec, ce qui m'a fait m'arrêter 3 semaines de plus. Et je pouvais plus, le lendemain, je ne pouvais plus bouger en plus les pecs. Donc 3 semaines sans les pecs, tu reprends à 120 quand tu fais 10 à 110. T'as les courbatures de fou et tu peux plus bouger les bras parce que des tendinites énormes. Et donc il m'a fallu 3 semaines de plus, donc au final je me suis arrêté 6 semaines. Alors que si j'avais repris après ces 3 semaines d'arrêt, par exemple à 80 kg, ça se serait bien passé et j'aurais pas eu de soucis. Donc c'est pour ça. Vas-y Fabrice. J'ai un exercice maudit aussi comme ça, c'est le curl incliné. Et à chaque fois je touche du bois de pas attraper une tendinite au tendon bicipital, et au point que finalement je fais plus l'exercice. Mais sinon, un peu comme toi, à un moment donné j'avais chopé une petite tendinite en le faisant. Et après, j'ai arrêté l'exercice, la tendinite est partie. Puis je me dis, bon, on peut pas avoir de biceps sans faire de curl incliné, on y retourne. Alors j'essaye d'incliner un peu moins le banc par rapport à la verticale, etc. Et puis tu penses bien qu'au bout de 2 séances, je me dis, bon, fini la rigolade, il faut pré-étirer le biceps, on incline un peu moins le banc par rapport à l'horizontale, et puis baf, à nouveau une tendinite, quoi. Bon, ouais, mais voilà, souvent, la plupart des blessures, c'est des accidents un peu malheureux, on n'a pas de chance, on tombe, voilà, des conneries quoi. Mais si c'est dû à la musculation, il faut quand même avoir en tête que la musculation, si on pratique de manière raisonnable et intelligente, vraiment en faisant les exercices par rapport à soi, en s'écoutant, en essayant de se comprendre encore une fois via l'analyse morpho-anatomique, il y a très peu de chances de finir par se blesser. C'est quand même l'activité, comme disait Jean Texier, qui est la plus sécuritaire et la plus adaptative possible comparativement à d'autres sports. Donc il y a très peu de chances de se blesser si on fait les choses correctement. Et encore une fois, ton exemple du curl incliné est parfait. C'est que si un exercice ne vous fait pas du bien, même si tout le monde le fait pour avoir par exemple des biceps comme le curl incliné, ne le faites pas. Faites autre chose. Alors encore une fois, c'est facile à dire parce que c'est la raison. Et souvent il y a les émotions qui prennent le dessus, l'ego on va dire. Mais encore une fois, mieux vaut ne pas avoir de douleur et pouvoir s'entraîner. Tu vas avoir des douleurs, briller temporairement et après ne plus pouvoir s'entraîner pendant un moment. Encore une fois, ceux qui progressent le mieux et le plus, c'est ceux qui ne se blessent pas. Oui, et paradoxalement, en fait, par rapport à la longue expérience de musculation que j'ai maintenant, s'il y a eu un changement, c'est justement la manière dont je gère la douleur. Et donc, je me souviens de cette fameuse blessure à l'infra-épineux quand j'ai commencé l'haltérophilie et dont on a déjà parlé dans le podcast. Je vais rappeler le truc, donc j'avais quelques bonnes performances au squat et au développé militaire, donc je me dis, ah tiens, si je faisais de l'haltérophilie, ça a l'air sympa, il y a une salle près de chez moi, hop, j'y vais.
Donc tout fort que j'étais au développé militaire et au squat, bah, j'essaye de charger le plus possible en faisant mes arrachés et mes épaules jetés. Exercice technique que je maîtrisais pas et que d'ailleurs ça me fait beaucoup rire de voir maintenant en CrossFit fait par des débutants après avoir déjà été fatigué. Mais bon, bref, pas. Et donc, très rapidement, je me fais une blessure à la coiffe des rotateurs avec de l'arraché. Et ensuite, pendant les nombreux mois qui ont suivi, plutôt que de faire une pause, je me suis dit, je vais continuer. Et je faisais l'épaulé jeté, que je pouvais encore faire, mais qui me faisait mal pour autant. Mais au fur et à mesure que tu sais comme ça, quand tu rentres dans la séance, tu t'es un peu chaud et du coup t'as moins mal. Ouais, et puis après, à froid, tu douilles. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, c'est pas compliqué, j'avais tellement mal à la coiffe des rotateurs que je pouvais même pas ouvrir une porte de la main droite. Parce que tu sais, quand tu ouvres une porte, tu fais une petite rotation externe du bras. Tu fais un peu le mouvement de l'autostoppeur quand tu tires une porte. Ouais. Et ben, j'arrivais plus à faire ce mouvement-là tellement j'avais mal. J'étais obligé de le faire de la main gauche. Bref, et puis finalement, bon bah à un moment donné, c'est devenu tellement absurde que j'ai calmé le jeu, j'ai arrêté tous les exercices qui font mal. Et après, pendant de nombreux mois, je me suis entraîné de manière minimale et puis finalement c'est passé. Mais c'est pour te dire quand même à quel point il faut être stupide et en même temps du coup je comprends que des fois aujourd'hui il y a des jeunes qui soient aussi stupides comme je l'ai été parce que voilà, pendant des mois je me suis entraîné sur la douleur alors que je faisais pas de compète, j'étais pas de champion du monde, j'étais pas payé pour faire ça ni rien du tout. C'était vraiment mon choix personnel de faire ça, tu vois, c'est vraiment idiot quoi. Et alors au jour d'aujourd'hui, au moins au fil des années, je suis devenu un peu plus intelligent là-dessus. Et si dès que je sens une petite douleur pas normale au niveau du poignet ou au niveau du coude, eh ben je sais que j'ai une petite adaptation à faire sur l'entraînement et je m'entraîne pas sur la douleur comme j'ai pu le faire par le passé. Et moralité, la douleur a tendance à passer rapidement parce que mon entraînement est ajusté. Et du coup, ben, on évite des tas de problèmes qu'on a si on persiste. Voilà. Oui, mais c'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais exactement aujourd'hui sur mon forum, donc le forum de la formation super physique, où je disais justement ce qui a changé avec le temps. J'ai appris en fait à être plus prudent. Et c'est vrai qu'avant, je me serais dit que j'avais une petite douleur en faisant un exercice que beaucoup de personnes faisaient sans problème. Je me disais, bah non, mais c'est pas normal, ça va passer en fait. Je me dis, s'ils ont pas mal, bah moi, si j'ai mal, ça va passer. Et en fait, avec le temps, comme je me suis vraiment spécialisé dans l'analyse morpho-anatomique, bah, je me suis rendu compte que si un truc me faisait mal, vraiment, bah, je préfère ne pas le faire. Même si c'est a priori important sur le moment, finalement, c'est assez dérisoire. Et mieux vaut ne pas avoir mal, quoi. Et c'est vrai que c'est peut-être qu'on devient sage, Fabrice, avec le temps. Oui, et puis en plus, c'est que finalement, ça te fait pas accélérer plus de t'entraîner sur la douleur, parce que quand bien même t'as un gars, il va pas être pérenne, parce qu'à un moment, tu vas le payer, puis tu vas pas pouvoir t'entraîner, et au final, t'es même perdant à moyen terme, y compris en termes de gains, donc ça sert vraiment à rien. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment penser long terme quand on est pratiquant sans dopage, et vraiment inscrire ses progrès dans une optique de constructivité, plutôt que se dire bah j'ai mal, et puis quand ça pètera, parce qu'à un moment si vous avez mal ça va péter, c'est garanti si vous continuez à forcer dessus, et c'est vrai que là bon bah mieux vaut éviter. Et enfin je voulais qu'on parle un peu rapidement de comment s'adapter en cas de changement de vie. Nombreuses personnes m'écrivent aussi pour ça, me disent voilà je fais un programme sur tant de jours, je fais tel programme etc, et puis là bah, j'ai une promotion dans mon travail, je vais avoir moins de temps pour m'entraîner, etc. Comment je fais pour pouvoir suivre mon programme? Ben, la règle en fait est assez simple. Il faut avoir conscience que la musculation, c'est un loisir, une activité qui nous fait plaisir. On n'en vit pas. Du moins, très peu de personnes dans le monde vivent de leur physique et de leur entraînement. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Hein. J'ai fait un texte d'ailleurs là-dessus sur Instagram, ça s'appelait influenceur métier d'avenir point d'interrogation. Et donc, comme c'est un loisir, il faut comprendre que si on change de vie, bah, la priorité ça peut être son travail justement, ça peut être sa vie familiale, etc. Eh bien, il faut ne pas hésiter à revoir complètement son programme d'entraînement pour en faire moins, par exemple, ou faire des plus petites séances mais plus régulièrement, vraiment s'adapter par rapport à sa nouvelle vie, ne pas rester planté sur un programme qui peut ne pas nous correspondre aujourd'hui. Si par exemple on s'entraîne 6 fois par semaine et on n'a plus le temps que de s'entraîner 3 fois par semaine, rassurez-vous, s'entraîner 3 fois par semaine correctement permet encore une fois de progresser. Alors que si on a un programme sur 6 fois et qu'on peut s'entraîner que 3 fois et qu'on essaye de le tenir, on va moins bien progresser qu'avec un programme qu'on aurait refait. Donc encore une fois, une question
d'adaptabilité et de priorité. Ne pas oublier, Fabrice le précise assez régulièrement, il faut que ça reste un plaisir et non pas des contraintes qui en plus ne seraient pas tenables à terme, j'ai envie de dire. Voilà. Et par exemple, un exemple d'ajustement, ça peut être d'ajuster les temps de repos. Et donc, du coup, ça va faire en même temps revoir ses objectifs. Par exemple, si avant vous vous entraîniez 2 heures et que vous aimiez charger assez lourd sur les barres en prenant des temps de repos de 2 minutes 30. Donc voilà, votre plaisir c'était de pousser lourd, de prendre de la force. Mais il se trouve que ça prend du temps parce que ça fait des longues pauses entre les séries. Et peut-être qu'une autre façon, c'est de revoir le temps de pause puis de le ramener à 1 minute 30 ou 1 minute 15. Et du coup, d'avoir un entraînement peut-être moins lourd avec des poids plus modérés et où il y a entre guillemets un autre style de plaisir qui est, je sais pas moi, peut-être plus, comment dire, peut-être plus d'efforts physiques, plus de sueur, plus de transpiration, enfin faire quelque chose un peu différent et d'essayer de trouver le plaisir comme ça, quoi, par exemple. De toute façon, on y vient tous à ce type d'entraînement à partir d'un certain moment. Quand on voit que de mettre de plus en plus lourd, à un moment ça devient compliqué, et puis qu'en plus ça provoque de plus en plus de douleur, on sent qu'on n'est plus immortel, on en vient à cet entraînement un peu en essayant de réduire ses temps de récup, ou en changeant un peu d'optique pour continuer à progresser. Parce que pour prendre du muscle, il y a 3 façons principales. C'est soit d'augmenter les poids, soit d'augmenter les répétitions, ou soit de faire le même entraînement en moins de temps. Donc forcément, au bout d'un moment, si on veut pas se faire mal et qu'on était plutôt fait pour la force, et qu'en plus là, on a un changement de vie, on a moins de temps, dites-vous bien que c'est juste un accélérateur de changement d'entraînement auquel vous alliez de toute façon venir. Je pense qu'on a fait le tour pour ce podcast, Fabrice, qu'en penses-tu ? Oui, en plus tu l'as bien choisi parce que c'est les vacances qui arrivent, donc voilà, mangez... N'abusez pas de la bière et de la glace, ou en tout cas si vous le faites, complétez par des féculents et des protéines pour pas perdre trop. ouais, mais non, mais c'est important de, encore une fois, de bien comprendre que notre corps, la vie en fait ne s'arrête jamais. Souvent, moi, allez, je dérive un peu, mais moi j'entends des conneries du style oui, mais j'ai bien le droit de me reposer, j'ai bien le droit de prendre des vacances, etc. Mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut en fait, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que lorsqu'on veut vraiment progresser dans un domaine, etc., en fait, les vacances n'existent pas, le temps ne s'arrête pas, le monde tourne sur nous, notre corps s'adapte perpétuellement, et comme nous sommes le reflet de nos habitudes, si on ne fait pas quelque chose, on se déconditionne, on progresse moins, etc. C'est la vie, et c'est pourquoi, je vais pas dire que je suis contre les vacances, mais presque. Et toi, en vacances, de toute façon, j'imagine que tu choisis tes vacances pour trouver une salle, là, comme quand tu étais parti tu choisis tes vacances aussi si tu arrives à trouver une salle, comme quand tu étais parti en Australie. Mais au niveau de la diète, est-ce que tu fais des écarts ? Non, en fait, c'est un des trucs que je fais, c'est que moi je loue souvent des appartements hôtels ou des Airbnb ou équivalents, et en fait donc je me fais à manger, donc en fait je mange la même chose que chez moi. Alors après j'adapte suivant la culture, hein. Des fois il y a des trucs qui sont compliqués à trouver, mais sinon je fais la même diète en fait toute l'année, mais moi j'aime bien manger ce que je mange, donc c'est pas un souci. Et après sur l'entraînement, quand je pars, c'est pour ça que j'aime pas partir seulement 1 ou 2 semaines et que je pars souvent plus longtemps, c'est parce que j'aime bien pouvoir me réadapter au matériel sur place et pouvoir redémarrer une progression en fait. Donc c'est pour ça que je pars toujours 4, 5 ou 6 semaines et jamais moins, parce que je me dis dans ce cas-là, là c'est le pire quoi. Là ça n'a pas d'intérêt, dans ce cas-là je préfère rester dans ma superbe salle à Annecy. Là où je suis au paradis. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu. Ah non, t'as pas dû voir, je t'enverrai après. On a fait des tags Dragon Ball Z dans la salle. Ah, 13 années 90. Exactement. La salle du temps, on a mis le truc, la salle du temps. Enfin bon, ceux qui viendront au Super Physique Gym, notamment pour les Super Physique Games, verront ça. Là, j'en parle un petit peu. On organise donc les Super Physique Games ce 14 juillet. Donc c'est la compétition qui réunit les meilleurs pratiquants de musculation sans dopage. Après s'être qualifié via les 5 épreuves qualificatives du club Superphysique, donc clubsuperphysique.org. Et donc le 14 juillet, on organise la grande finale. C'est ouvert bien évidemment à tous pour venir en tant que spectateur. C'est pas ouvert en tant que participation, parce que là il fallait se qualifier, donc c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Donc il y a aussi bien des femmes que des hommes avec plusieurs catégories de poids. Mais si ça vous intéresse de voir ce que fait l'élite de la musculation naturelle, je vous invite véritablement à venir et donc à prendre contact avec moi pour que je vous donne toutes les informations. C'est le samedi 14 juillet et il y aura un repas tous ensemble après, dans la bonne humeur, directement sur la terrasse de la salle, avant l'énorme feu d'artifice. Donc voilà, petite pub pour ceux que ça intéresse. Vous me contactez, de toute façon je mets tout directement sous le podcast.
si ça vous intéresse de venir participer à cette grande fête sportive de Superphysique. Voilà, je conclue comme d'habitude en remerciant les 199 personnes qui ont laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur ce podcast. Je sais que l'un d'entre vous va se dévouer pour qu'on arrive aux 200 commentaires. Donc comment faire? Il suffit de se connecter sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes. Si vous êtes sur PC, de taper Superphysique Podcast et ensuite d'aller laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles pour qu'on arrive enfin aux 200 commentaires. On ne va pas rester à 199, ce n'est pas possible. Donc je compte pour que l'un d'entre vous se dévoue et qu'on puisse partir en chasse des 300 commentaires. Ça nous ferait extrêmement plaisir et en tout cas, c'est ce qui nous rend aujourd'hui le plus service pour faire connaître ce podcast. On vous laisse comme d'habitude donc avec plusieurs liens directement dessous pour aller plus loin, des articles en rapport avec ce qu'on vient de vous dire pour ceux qui voudraient un récapitulatif écrit. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Salut.